Le procès de Socrate. L'un des événements les plus célèbres de l'histoire et de la philosophie. Il commence au printemps 399, 5 ans après la fin de la guerre du Péloponnèse. Un procès pour impiété est intenté à Socrate par 3 accusateurs. Mélétos, Énitos et Lycon. Mélétos est poète et c'est sans doute lui qui a déposé la plainte auprès de l'archonte, roi. Bien que dans leur apologie, Platon et Xénophon le fassent dialoguer avec Socrate, il apparaît chez Platon et Xénophon comme un individu sans envergure, et n'était sans doute que le prêtre. Énitos est un homme politique issu d'un milieu modeste par comparaison aux hommes politiques appartenant aux anciennes familles aristocratiques de la ville qui avaient dirigé jusqu'à la cité. Il a fait fortune comme tanneur. Il est l'un des personnages du Ménon de Platon et apparaît comme opposé aux sophistes, qu'il juge dangereux pour la jeunesse. Lycon est un personnage dont on sait peu de choses. Orateur, il est la cible de poètes comiques tels Eupolis et Cratino. Appartenant à l'entourage d'Énitos, il était sans doute chargé avec d'autres de soutenir ses intérêts dans les assemblées ou les procès. Les chefs d'accusation sont les suivants. L'impiété ou la non-reconnaissance des dieux de la cité. Cette accusation était fondée sur le fait que Socrate questionnait souvent les pratiques religieuses et les croyances de ses contemporains, ce qui était considéré comme un comportement impie par certains citoyens d'Athènes. Il est important de noter que la religion jouait un rôle très important dans la vie publique et privée des citoyens athéniens, et que l'impiété était considérée comme un crime grave. Le non-respect des pratiques et des croyances religieuses était perçu comme une menace pour la stabilité de la société et pour les relations avec les dieux, qui étaient censés protéger la cité. Dans le cas de Socrate, l'accusation d'impiété était probablement motivée par ses activités philosophiques, qui consistaient notamment à remettre en question les croyances populaires et à proposer des explications rationnelles aux phénomènes naturels. Cependant, Socrate n'a jamais nié l'existence des dieux ou de la divinité en général, mais plutôt critiqué les pratiques religieuses traditionnelles et encouragé la recherche d'une vérité plus profonde. L'introduction de nouvelles divinités. Cette accusation faisait référence au fait que Socrate avait souvent parlé de son démon ou voix intérieure, qu'il considérait comme une sorte de guide spirituel ou de messager des dieux. Pour les citoyens athéniens, cette idée d'une divinité personnelle ou d'une voix intérieure était considérée comme une innovation dangereuse, car elle remettait en question l'autorité des divinités reconnues par la cité et risquait de perturber l'ordre religieux établi. Cependant, il est important de souligner que Socrate n'a jamais cherché à imposer sa propre vision du divin à quiconque, mais plutôt à encourager les autres à réfléchir de manière critique sur leurs propres relations avec les dieux. En cela, son approche était similaire à celle d'autres penseurs de l'époque, tels que les sophistes, qui cherchaient également à éduquer les citoyens dans la pensée critique et l'examen des croyances populaires. Malgré cela, l'accusation d'introduction de nouvelles divinités était considérée comme très grave à l'époque. La corruption de la jeunesse. Cette accusation faisait référence au fait que Socrate avait souvent discuté avec des jeunes gens de la vie, leur posant des questions sur leurs croyances et leurs opinions, et les encourageant à remettre en question les normes et les valeurs établies. Pour les citoyens athéniens, cette attitude était considérée comme un danger pour l'ordre social et politique, car elle risquait de déstabiliser la jeunesse et de les amener à contester les autorités établies. Cependant, Socrate n'a jamais cherché à corrompre les jeunes gens ou à les pousser à se rebeller contre la société. Au contraire, il cherchait à leur offrir une éducation morale et intellectuelle, en les encourageant à réfléchir de manière critique sur leurs croyances et leurs actions, et en les invitant à poursuivre la vérité et la sagesse. En fin de compte, l'accusation de corruption de la jeunesse était probablement motivée par la crainte des autorités athéniennes de perdre leur autorité sur la population, et de voir les citoyens remettre en question le pouvoir établi. Elle a été utilisée pour justifier l'arrestation et la condamnation de Socrate, qui a été considéré comme une menace pour l'ordre établi et la stabilité de la cité. L'archonte roi décide de recevoir la demande, et convoque selon la procédure dédiée Socrate. Il paraît devant un jury composé de citoyens athéniens, pour répondre des charges de corruption de la jeunesse et d'impiété. Le procès se déroula en 2 temps. Dans un premier temps, 501 jurés sont réunis pour son jugement. Le nombre de 500 a été le nombre habituel de jurés pour ce type de procès. Socrate refuse toutefois de lire un discours de défense qui avait été écrit à son intention par Lysias, un célèbre orateur athénien.
Au lieu de cela, il a choisi de raconter sa propre histoire et de présenter sa philosophie aux juges. Cette attitude lui vaut d'être jugé coupable avec 281 voix contre lui. Une fois Socrate jugé coupable, il est question de choisir la peine encourue par Socrate. Les accusateurs demandent la mise à mort, mais le paiement d'une amende est également possible. La procédure est telle que, pour inciter les parties à une plus grande modération, les juges doivent choisir parmi les propositions des deux parties du procès. Socrate a alors la possibilité de proposer une peine qui put être acceptée par les juges. Après avoir été déclaré coupable, Socrate a été invité à proposer une peine alternative à la mort. Il a proposé plusieurs peines, notamment de payer une amende, d'être exilé ou d'être nourri au Prytanée. Cependant, les plaignants ont refusé toutes ces propositions et ont insisté pour que Socrate soit condamné à mort. Socrate a alors réaffirmé son innocence et a exprimé sa surprise qu'il ait été condamné par une si petite majorité. Il a également déclaré qu'il n'était pas disposé à renoncer à sa philosophie et à son mode de vie pour sauver sa vie. Finalement, les juges ont voté pour la peine de mort et Socrate a été condamné à boire de la ciguë. La mise à mort de Socrate a été retardée pour des raisons religieuses, mais finalement, il a été condamné à boire de la ciguë, un poison mortel. Socrate aurait pu s'échapper de prison grâce à l'aide de ses amis, mais il a refusé de le faire, car il croyait fermement que l'obéissance à la loi était plus importante que sa propre vie. Sa femme, Xanthippe, se plaint de son injustice, mais Socrate répond qu'il n'y a pas de différence entre être condamné injustement ou justement. Il boit la ciguë et meurt à l'âge de 70 ans. Sa mort est considérée comme l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de la philosophie. Le procès et la condamnation de Socrate sont devenus des symboles de la lutte pour la liberté de pensée et d'expression. En s'opposant aux idées et croyances traditionnelles de son époque, Socrate a payé le prix fort en étant condamné à mort. Cependant, sa mort n'a pas vaincu sa philosophie et a plutôt inspiré de nombreux penseurs à travers l'histoire. La vie de Socrate est devenue une source d'inspiration pour ceux qui valorisent la liberté de penser, la recherche de la vérité et la remise en question des croyances établies. Ainsi, la figure de Socrate reste encore aujourd'hui un modèle pour tous ceux qui cherchent à vivre une vie digne et éthique, en se concentrant sur la recherche de la vérité et de la sagesse plutôt que sur les biens matériels et les plaisirs éphémères.